Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? C'est Podren les 11 et 12 avril 2020 à Rennes. Lors de ce festival du podcast, venez découvrir Juste Fais-le, Fruit de la Station, L'Anthropode, Passion médiéviste, Lifetime et Techcraft, Le Duel, Fête ABA, La Désémission, Ça va trancher, Seasons et KenQ en concert et une surprise par l'équipe de Tu aimes les films d'horreur? Entrée gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle Windows, Android et Xbox. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 mars 2020 et c'est l'épisode 177 de Lifestyle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un habituel, Cassim, qui est là. Salut Cassim. Salut, alors désolé pour ceux qui regardent la vidéo qui ont un point de vue un peu bizarre aujourd'hui parce que ma caméra est décédée donc, au dernier moment. Donc c'est comme ça, c'est les aléas du quasi-direct. C'est ça. Et puis content de revenir après une petite interruption quand même de podcastique. Donc voilà. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, Cassim? Tu as été en quarantaine après tes pérégrinations à travers le monde ou juste on n'a plus d'actualité finalement et puis les congés sont passés par là pour certains? C'est ça, ça a été un peu compliqué de se coordonner. Mais c'est bien, au moins on a un épisode qui va être riche en trucs intéressants, je pense. Oui, très. Merci Cassim. Alors, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous retrouver en vidéo à l'adresse youtube.lifestyle.fr. Vous pouvez nous retrouver en audio en suivant le flux RSS du podcast, en suivant tout simplement l'adresse podcast.lifestyle.fr. Et enfin, toutes les informations sont à retrouver sur le site lifestyle.fr, vous vous en doutiez. Pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez nous soutenir en participant sur le Patreon qui est toujours là. Vous pouvez aussi utiliser le PayPal, voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous retrouver pour échanger avec nous de manière plus régulière, plus informelle et puis plus pratique en utilisant le Slack. Donc pour ça, tout simplement, vous écrivez à contact@lifestyle.fr et vous demandez à rentrer sur le Slack de Lifestyle et Cassim ou Flobo vous inviteront dans les minutes qui suivent. Voilà, généralement, ils sont assez réactifs. Non, peut-être pas la seconde quand même. Voilà. Allez, sans transition, le programme de ce soir, on va vous parler Windows 10 avec quelques petites informations de choses qui arrivent. On va continuer avec une disparition ou une réorganisation. On vous parlera de Cortana, bien sûr. Une métamorphose, oui, pourquoi Cortana ne se transformerait pas en trombone? Tiens, ça c'est une idée. Et on continuera ensuite avec un appareil pliable et on terminera avec la console, la Xbox, comme on le fait assez régulièrement. Ça te va, Cassim, comme déroulé? Ça me va tout à fait. Puis il me semble de toute façon que tu es pris ensuite, que tu enchaînes avec des conférences sur Internet. C'est ça. On espère. On se demande bien pourquoi. C'est ça. Ok, allez, c'est parti. Le premier dossier. Alors, pour commencer, Cassim, j'ai relevé quelques petites informations dans l'actualité Microsoft qui auraient pu nous intéresser. Alors, c'est dommage que notre camarade Florian ne soit pas là ce soir. Tout d'abord, dans les nouvelles builds qui arrivent, donc qui sont pour les insiders pour l'instant, ça sera pour le Windows qui arrivera d'ici 3-4 mois, oui 3-4 mois à peu près. On a eu quelques informations et quelques nouveautés qui sont arrivées. Alors, nouveautés cosmétiques, nouveautés d'organisation. Notamment, une première nouveauté, c'est le menu démarrer qui est revu. Donc, vous étiez peut-être un peu habitué à ce menu sur fond noir avec des tuiles dynamiques que vous pouviez épingler sur votre menu redimensionnable. Et il semblerait, Cassim, que Microsoft propose aux insiders de tester une nouvelle organisation du menu, un nouveau fonctionnement de ce menu. Alors, on n'a pas de machine virtuelle pour le tester tout de suite là maintenant, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Bah ouais, parce que l'OS il a quand même pas mal évolué depuis la création des tuiles dynamiques en fait. C'est vraiment le sujet central de ce nouveau menu démarrer, c'est la question des tuiles dynamiques.
Depuis Windows Phone et depuis Windows, les choses ont vachement évolué. Et du coup, ils ont notamment, avec leur nouvelle gamme d'icônes, ils ont voulu un peu revoir les choses. Et le gros changement qu'ils ont voulu faire, c'est rendre le menu démarrer moins chaotique, moins perturbant, avec moins de couleurs, de mélange des couleurs. Et donc, ce qu'ils proposent là, c'est surtout essentiellement de avoir un fond uni désormais pour tout ce qui va être tuiles. Donc, que ce soit les raccourcis qui sont sur la partie gauche du menu démarrer ou vraiment les tuiles dynamiques, elles auront désormais un fond uni gris pour le thème sombre, blanc pour le thème clair. Et on aura seulement l'icône qui viendra rappeler ce code couleur, puisque auparavant, pour la première version, on va dire, des tuiles dynamiques, le fond était coloré, mais l'icône était en noir et blanc, en fait. C'était soit noir, soit blanc, et du coup, vu que là, on passe sur un fond qui sera soit gris, soit noir, pour avoir de la couleur quand même, et pour avoir cette identité graphique qui permet de, par exemple, repérer OneNote d'un coup d'œil, parce que tu repères l'icône violette, justement, vu que l'icône est maintenant violette, le fond va être uni. Donc ça, c'est vraiment un souhait de cohérence. Et derrière, on sent la patte de Windows 10 X, qui lui met carrément fin aux tuiles dynamiques, n'en propose pas dans son menu démarrer. Et il y a la question justement de l'avenir des tuiles dynamiques, un peu avec ce nouveau menu démarrer. Pour l'instant, elles sont encore là. Microsoft réitère que les tuiles dynamiques sont là, qu'elles ne vont pas bouger tout de suite, etc. Il me semble qu'il y a une histoire, enfin, j'ai pas pu le tester du coup pour l'instant, mais effectivement, il y a une histoire où, selon que tu laisses la tuile dynamique active ou non, la couleur change en fait. En gros, si tu laisses le dynamisme en place, du coup, la couleur reste la même qu'auparavant. En gros, rien ne change. Mais c'est au moment où tu désactives la tuile où là, d'un coup, elle prend la couleur du thème avec la nouvelle icône et la nouvelle couleur d'icône, etc. Et donc Microsoft dit non, pour l'instant, on ne touche pas aux tuiles dynamiques. Or, Windows 10 X déjà s'en débarrasse. Et ensuite, ça commence à être quelque chose du passé parce qu'effectivement, leur nouvelle gamme d'icônes, en fait, elle se veut cohérente d'un bout à l'autre de l'écosystème, et notamment sur Android et iOS où il n'y a pas de tuiles dynamiques. Et ensuite, apparemment, en interne, ils réfléchissent à se débarrasser de ces tuiles, de se débarrasser de cette fonctionnalité-là qui n'est pas forcément, en plus, vraiment beaucoup utilisée désormais. Il y a quelques applications qui l'utilisent, mais pas toutes. Et donc Microsoft réfléchira à la supprimer. Et en fait, ils attendent de voir les retours qu'auront les utilisateurs de ce nouveau menu démarrer, et puis d'une manière générale, des retours sur Windows 10 X, justement, donc, qui, comme je le dis, se débarrasse des tuiles dynamiques. Donc ils attendent de voir les retours sur cet OS en se disant est-ce que les gens vont les regretter ou est-ce que ce ne sera pas le cas, et auquel cas ils aviseront pour le Windows 10 principal. D'accord. Moi, je t'avoue que le fond gris, comme j'ai pu le voir sur les captures d'écran, je trouve pas ça super joli. J'aime autant mon fond noir. Je tourne avec un fond noir sur mon OS. Voilà, je suis vraiment pas fan de ce côté-là. Au niveau esthétique, purement esthétique, c'est vrai que les lifestyles, elles sont de moins en moins utiles parce que tu as de moins en moins d'applications qui utilisent ce côté dynamique des tuiles. Même certaines applications qui utilisaient le côté dynamique l'ont perdu. Donc c'est quand même... Enfin voilà, je trouve ça très dommage. J'adorais les tuiles dynamiques, d'où le nom de lifestyle aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Je pense que nous, on les aimait tous, quoi, ici, je pense. C'est ça. C'est ça, on trouvait que ce côté très simple, et finalement, ça t'évitait de lancer ton application parce que tu avais les informations principales, juste la tuile se retournait et paf, tu avais toutes les informations. Alors, je suis d'accord, sur un mobile, je trouve que c'est beaucoup plus parlant que sur un ordinateur. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir un système où on puisse avoir limite un menu qui reste affiché quand on a deux écrans. Moi, j'ai deux écrans et j'aimerais bien avoir un écran qui puisse, par exemple, sur une moitié d'écran, m'afficher ce menu avec les tuiles dynamiques qui tournent. Et je trouverais ça vachement intéressant. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus... Oui, Cassim ? Limite, je me demande si ce que tu décris, je trouve que ça ressemble un peu à l'idée d'un panneau de notification amélioré. Et je repense aussi au menu que proposait Windows Vista à l'époque avec les widgets qui étaient sur la droite de l'écran, justement, où tu avais plusieurs widgets, l'horloge, des post-it, etc., qui s'affichaient en permanence justement sur la droite. Et peut-être il y a une nouvelle invention à trouver autour de ça, justement, comme tu le proposes, de mélanger un peu le principe des notifications, des tuiles dynamiques et des widgets, et avoir quelque chose qui, effectivement, tu pourrais soit développer sur demande, soit l'avoir en permanence affiché, et peut-être dans un coin,
Et effectivement, il y aura peut-être quelque chose à faire là-dedans, quoi. Oui, parce que je me dis, je vois de plus en plus de gens qui utilisent 2 écrans pour leur ordinateur, en tout cas les ordinateurs de bureau, et je me dis que c'est vraiment une manière de fonctionner qui serait assez conviviale, pratique, et puis d'un seul coup d'œil, tu aurais accès à toute une multitude d'informations, et on retrouverait vraiment l'utilité de cette huile dynamique, parce que juste d'un regard, pif, tu tournes la tête et tu vois ces informations, tu n'as pas besoin de lancer l'application finalement, juste savoir si tu as un mail de mail, sur quel compte tu as ce mail, est-ce que tu as un tweet de tweet, des messages privés ou pas. Voilà, bon. Après, comme ce que je disais, c'est quand même pour l'instant des modifications qui sont juste d'ordre esthétique, ergonomique à la rigueur, mais on n'est pas sur des révolutions au niveau du système d'exploitation. On est d'accord, Cassim, pour l'instant. Non, pas du tout. Ouais, on n'est pas du tout au niveau d'une révolution. Moi, concernant le menu démarrer, je trouve que quand ils ont montré à la fois l'ancien menu tel qu'ils le voient eux dans un exemple type quoi, de menu démarrer Oui. et ce que ça donne avec la nouvelle interface. Moi, au contraire, je trouve que la nouvelle interface est quand même plutôt réussie parce qu'effectivement, elle apporte une certaine cohérence. Tu as moins ce côté d'avoir des fois des tuiles bleues foncées, d'avoir des fois des tuiles dans ta couleur thème, et des fois d'avoir des couleurs qui changent selon les icônes et selon les services. Donc ça, je comprends ce qu'ils ont voulu apporter. En particulier, pour moi, le plus gros changement esthétique, il est sur la liste des applications qui utilisait de façon un peu bête, je trouve, le fond de thème, en fait, justement. Oui. Tu avais des sortes de Ça, mini-tuiles, d'accord. en fait, dans la liste des applications qui servaient Oui. pas forcément. Sur ce point-là, il est vachement mieux, je trouve, le nouveau. Mais après, je comprends ce que tu veux dire et je comprends en fait ton cas où toi, en fait, il se trouve que tu avais finalement ta couleur de thème, elle est déjà proche du thème sombre en Oui. fait. Enfin, c'est pas, t'as pas une couleur vive quoi, en gros. Du tout. Voilà. Donc peut-être qu'ils auraient pu trouver une solution où en fait, à la place de leur gris ou de leur blanc, c'était la couleur thème qui s'affichait en fond. Après, le problème, c'est que il faut que ça marche avec les icônes. Je pense qu'il y avait le potentiel problème de ce côté-là. Et, La lisibilité, oui. Ouais, sur la lisibilité, et je pense que c'est la solution qu'ils ont trouvée, eux, pour allier à la fois esthétisme et lisibilité, quoi. Ok. Bon, on va quand même pas s'apesantir sur ce nouveau menu démarrer. Par contre, avec ce nouveau menu démarrer, c'est dommage que notre camarade Florian ne soit pas là ce soir, mais on a eu 54 ou 55 nouvelles icônes qui sont apparues. Alors tout ça aussi pour homogénéiser tout le côté esthétique de Windows 10. Alors tout le côté, non, pas encore tout le côté, mais un gros pan des applications Windows 10. Qu'est-ce qu'on a? On a courrier, on a photo, on a film et TV. Donc on a toute une liste d'applications où les icônes ont été revues. Alors si vous êtes en release preview, vous avez quelques icônes qui sont arrivées. Et si vous voulez avoir toutes les icônes, il faut être en insider. Ou sinon, il faut attendre la prochaine mise à jour. Normalement, ça devrait arriver courant... Ah non, quand je disais 3-4 mois, mais même pas, ça risque d'arriver le mois prochain. La mise à jour la première mise à jour de 2020, Cassim, Je t'avoue que je ne me rappelle plus exactement de la date prévue. Alors, tu suggères le mois prochain parce qu'on est actuellement en train d'enregistrer en mars et que le nom de la version, c'est 04, Avril. donc c'est avril. Oui. Sauf que, comme tu le sais, c'est pas parce que ça s'appelle avril que ça sort en avril chez Microsoft. Oui, mais elle est prête depuis longtemps, on a compris. Mais du coup, oui, je pense qu'elle va bientôt sortir, effectivement. Et en tout cas, c'est du coup la nouvelle version là, des icônes, là. C'est vraiment une mise à jour vraiment intéressante. Enfin, je trouve, j'adore leur nouvelle esthétique, en tout cas. Ouais, j'aimais bien ce côté flat, très, très simple, avec juste du blanc pour faire l'icône. Et moi, je suis assez partagé, en fait, sur ces nouvelles icônes. Mais je comprends la cohérence, par contre. Ça, après, c'est purement esthétique. Je suis pas fan des nouvelles icônes, mais je comprends, elles sont cohérentes. Et clairement, voilà. On a enfin... Elles sont bien... En plus, on sent qu'il y a eu un long travail derrière. Et il y a une vraie vocation de vouloir avoir quelque chose de cohérent à travers tout Microsoft et sur tous les OS. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve bienvenu. Et j'espère qu'ils continueront le travail cette fois jusqu'à ce que toutes les autres icônes aient disparu, quoi, en gros. Surtout les vieilles du menu paramètres qui datent de Windows 95 pour certaines. Allez, bref, on va laisser ces icônes pour notre camarade Flobo. Pour ceux qui regardent en vidéo, je penserai peut-être à vous les afficher à l'image. Ça pourrait être sympa de les voir en même temps qu'on en parle. Voilà.
Allez, pour continuer, Cassim, on va rester dans le monde de Windows, enfin de Windows, en tout cas de l'écosystème Microsoft, et l'assistant Cortana est encore amené à disparaître, ou en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, peut-être à muter. Ce n'est pas un virus, c'est Cortana qui pourrait devenir un assistant simplement dédié aux professionnels, et peut-être qui se rapprocherait plus de Clippy, comme j'ai pu lire dans certains articles. Alors, est-ce que, Cassim, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce Cortana qui se reconditionne comme assistant de productivité pour les pros? Oui, je viens de redécouvrir. En fait, j'avais lu l'article de Windows Central. Il y a Windows Central qui a effectivement fait un papier sur la transformation de Cortana éventuellement en Clippy. Et je l'avais ouvert sur mon téléphone. Et en fait, quand tu l'ouvres sur un PC, tu as Clippy qui apparaît en géant au premier plan. Je trouve ça génial. Donc, c'est ce qui me faisait rire. Mais donc, pour revenir au sujet, effectivement, il y a Microsoft qui a annoncé quelque chose qu'on sentait arriver. Ça faisait longtemps déjà qu'on le savait, ça avait déjà été soufflé. Ça avait déjà été soufflé, ça avait déjà été montré dans des présentations de Microsoft et tout, mais là, ça y est, ils l'ont un peu plus ancré dans la réalité. C'est la transformation de Cortana d'assistante à tout faire et concurrente de Google Assistant ou de Amazon Alexa, par exemple, ou de Siri de chez Apple, en assistant plus pour le travail, avec vraiment l'idée d'avoir une sorte d'assistant qui va te rappeler ton calendrier, qui va te rappeler tes tâches à faire, etc. Et qui va vraiment s'intégrer du coup, en fait, qui va presque migrer de la galaxie Windows, j'ai envie de dire, à la galaxie Office. C'est-à-dire l'idée de s'intégrer avec Teams, s'intégrer avec le calendrier, s'intégrer avec Outlook, etc. On l'avait vu passer aussi le fait que Cortana, par exemple, sur l'application Outlook sur Android et iOS, pourrait lire tes mails et t'en faire un résumé. C'est vraiment ce genre de fonctionnalité dont on parle pour ce nouveau Cortana qui, du coup, est vraiment orienté business, quoi, Startup Nation et travail. Et un peu moins, et c'est ce que Windows Central un peu, entre guillemets, dénonce, le mot est un peu fort dans son article où il suggère de transformer Cortana en Clippy, c'est que Cortana, à la base, c'est un personnage de la série Halo, c'est quelque chose de fondamentalement fun, c'est quelque chose de très personnifié aussi, et qui avait vocation à devenir une sorte d'intelligence artificielle supérieure, un peu le rêve de l'intelligence artificielle, un peu à la Jarvis dans Iron Man, par exemple, ou ce genre de personnages. Ou HAL dans l'Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout à fait. Donc avec ce passage sur Office, il y a une sorte de renonciation de la part de Microsoft, surtout que à travers ce changement, ils annoncent aussi la fin, et c'est très important, du support d'un certain nombre de skills ou de support des skills. C'est en fait les skills, c'est quelque chose de clé dans la réussite d'Amazon Alexa. Et c'est quelque chose que Microsoft avait mis un peu de temps à copier avec Cortana. C'est la possibilité pour des applications de venir se greffer dans Cortana et lui ajouter des fonctions. Par exemple, un Spotify qui peut enseigner en fait quelque part à Cortana à gérer les playlists, gérer la lecture et ce genre de choses. Les artistes, le morceau suivant, morceau précédent, rejoue de morceau. Vraiment des caractéristiques spécifiques à une application. Et là, du coup, elle va perdre ces fonctionnalités-là. En particulier, il mentionne vraiment tout ce qui est maison connectée et justement skill relié à la musique. Et notamment aux États-Unis, nous, on a été sauvés, mais aux États-Unis, ça veut dire aussi que l'enceinte connectée, la seule enceinte connectée. Oui, l'Armand Cardon, je ne sais plus son nom, mais d'ailleurs, la page a été supprimée du site d'Armand Cardon. Il y a une erreur 404 maintenant. Elle va servir de magnifique bloc-porte maintenant, désormais. C'est ça. Parce que du coup, voilà. En tout cas, Cortana était énormément amputé. Et il précise aussi, toujours dans cette forme de renonciation un petit peu, que Cortana sera supprimé du Microsoft Launcher sur Android d'ici la fin du mois d'avril. Donc, il y a vraiment un recentrage de Cortana vers le travail, les professionnels, et un éloignement énorme de Cortana, le côté grand public, le côté fun, le côté qui vient de Halo, etc. Donc, on avait vu aussi Cortana, ils avaient essayé de l'intégrer à la Xbox. Bon, ça, à mon avis, si c'est pas déjà fait, ça va virer très rapidement. Surtout avec Kinect qui a disparu, tu n'as plus forcément de micro pour entendre, pour prendre ton son. Avec le recentrage de Xbox sur le jeu vidéo pur en plus, donc ça a moins de sens de proposer un assistant connecté. Du coup, voilà, il y a ce recentrage-là. Pour moi, c'est un peu un aveu d'échec aussi de Cortana quelque part, en tout cas une fois de plus sur le grand public pour Microsoft.
Clairement. Ça n'empêche pas que les fonctionnalités. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, les fonctionnalités qu'ils présentent elles sont intéressantes, je pense, quand même pour les professionnels, effectivement. Il peut y avoir une fonction. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses du coup de cette transformation. Moi, je suis un peu déçu. Bon, c'est vrai que j'utilisais pas forcément beaucoup Cortana, mais j'utilise pas non plus Google Assistant sur mon smartphone. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ça perd des fonctionnalités. Moi, c'est les choses que j'utilisais finalement sur le PC, ça va disparaître. Et puis, je me dis que si les gens ont l'habitude d'utiliser Siri pour les gens qui ont un smartphone Apple, ou d'utiliser OK Google, ou d'utiliser Alexa, excuse-moi, ou d'utiliser Alexa chez toi, tu vas pas utiliser Cortana au boulot sur ton ordi professionnel. Et on en a parlé déjà, je pense, avec Florian. Bah oui. Donc je vais essayer de redire. Donc on en a parlé déjà ici. Quand personnellement tu utilises un service et que tu as la possibilité d'utiliser ce même service au niveau du travail, pourquoi apprendre un nouveau service alors que tu en as déjà un qui fait le boulot? Donc je me dis que finalement, réduire Cortana à l'utilisation professionnelle, je pense que c'est une assez mauvaise idée sur le long terme. Je pense qu'ils peuvent déjà dire au revoir à Cortana, tout enlever, autant se concentrer sur autre chose finalement. Mais pour moi, c'est vraiment un pas vers la disparition pure et dure. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que si tu utilises Google Assistant, par exemple, sur ton smartphone, déjà, et que tu utilises au quotidien dans tous ces services, tu auras la possibilité de l'utiliser aussi dans ton monde professionnel parce que de toute façon, ça va être le même smartphone, par exemple, donc ça va être les mêmes fonctions et les mêmes applications. Et j'ai du mal à voir cette séparation en fait être efficace pour Cortana, ou en tout cas, il faudra voir s'ils arrivent à vraiment développer des fonctionnalités clés, mais à mon avis, ouais, ça va être compliqué de pouvoir continuer à utiliser Cortana, alors que tu pourrais utiliser Amazon Alexa ou Google Assistant ou Siri. Ok, bon, mais on est assez d'accord là-dessus, Cassim, je te remercie. Bon, mais je te propose, moi, de fermer ce dossier Microsoft et Windows, et puis de passer sur quelque chose d'un petit peu plus pliable juste après le jingle. Voilà, alors Cassim, c'est une information qui n'est quand même pas énorme. Si je te parle de smartphone pliable, je crois que ça s'appelle un Microsoft Duo, si je ne dis pas de bêtises, le Surface Duo. C'est un appareil, je le rappelle, qui tourne sur Android, qui possède deux écrans, donc c'est pas un écran pliable, mais deux écrans qui se plient l'un face à l'autre. Et cet appareil était prévu pour sortir, si je ne dis pas de bêtises, vers Noël 2020, donc à la fin de cette année. Et il semblerait que Microsoft ait mis un petit peu les bouchées doubles pour avoir une sortie qui arrive un petit peu plus tôt. Donc il semblerait qu'on puisse avoir cet appareil directement pour cet été, finalement, dans 3-4 mois. C'est ça. Alors du coup, on pensait que ça sortait fin d'année 2020. On pensait ça parce que tout simplement, c'est ce que Microsoft a annoncé officiellement quand ils ont présenté le Surface Duo en octobre dernier. Ils avaient prévu fin d'année 2020. Ce qui donnait d'ailleurs un calendrier assez chargé, puisqu'il y a aussi Surface Neo qui est prévu fin 2020 et la prochaine Xbox qui est prévue fin 2020. Donc ça commence à faire beaucoup de produits pour fin 2020. Tu m'étonnes. Et justement, Surface Duo sera peut-être pas fin 2020, mais plutôt dès cet été. C'est Windows Central qui l'annonce, donc on peut leur faire confiance, ils ont des plutôt bonnes sources en général. En tout cas, on peut imaginer qu'à partir du moment où Windows Central le publie, c'est qu'à mon avis, c'est vrai à l'instant T que c'est dans les plans de Microsoft. Est-ce que ça sera concrétisé ou pas, ça c'est autre chose, mais ils y réfléchissent et ils le préparent, je pense. Ce qui prépare, c'est de sortir le Surface Duo dès cet été. Pour deux raisons. La première, c'est que ils veulent vraiment le mettre dans les mains des développeurs le plus vite possible. Et une sortie à l'été, en fait, ça serait une sortie progressive en faible nombre d'exemplaires au départ, pour vraiment le mettre dans les mains des fans, des développeurs, des professionnels, etc., et avoir des premiers retours. La deuxième raison, et peut-être la raison la plus importante, c'est que la fiche technique de ce Surface Duo serait un peu décevante, notamment le processeur interne, par exemple, du Surface Duo, c'est un Snapdragon 855, et ça, c'est en fait la puce haut de gamme, mais la puce haut de gamme de 2019. Tout à fait. Qui a été remplacée dès le début de l'année sur les nouveaux smartphones par le Snapdragon 865. Par le 865. Alors, en soi, c'est pas très grave parce que le 855, donc celui de l'année dernière, il fait encore tout tourner. On est dans une course un peu à la puissance sur smartphone qui créait pas forcément des nouveaux usages. Mais
et qui du coup n'a pas forcément des nouveaux besoins. Mais c'est quand même dommage sur un appareil qui coûte forcément, enfin on ne connaît pas le prix encore, mais on imagine plus de 1 000 €. Qui va coûter un rein, on peut le dire, ça va coûter un rein. C'est un produit surface, donc déjà ça va être trop cher. Et ensuite c'est un produit un peu vitrine et niche, donc à mon avis ça va coûter une blinde. Et donc forcément c'est plus difficile de le justifier quand tu as des composants un peu en retard. Donc plus ils le sortent tardivement, plus il sera en retard comparé à ses concurrents. Donc vaut mieux le sortir le plus tôt possible. Donc c'est encore tant que les gens ne se sont pas encore trop rendus compte que l'865 était sorti, quoi, en gros. C'est ça. L'autre effet qui se coule de ce retard, c'est le fait que le Surface Duo, c'est un smartphone qui sera 4G, alors que le Snapdragon 865 et tous les smartphones qui en sont équipés sont 5G. Alors bon, ok, la 5G en France, ça sort qu'en 2020, et encore, ça va être 3 antennes. 2021, je pense. Ouais. Alors, ce sera 2020, mais ce sera 3 antennes en France et Voilà. sur 2 forfaits, et voilà. Donc, on est d'accord que la 5G, c'est pas grave, mais encore une fois, quand on paye un smartphone plus de 1 000 € et que la concurrence propose la 5G, si vous avez le choix entre 2 téléphones au même prix, avec l'un il est 4G et l'autre il est 5G, bah, si vous n'avez pas envie de le renouveler dans 3 ans, vous allez peut-être être tenté de prendre celui qui fait plutôt la 5G, quoi. C'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'ils veulent le sortir plus tôt. Alors, ils veulent. Ça, ce serait annoncé au printemps lors d'une conférence Surface où ils aimeraient dévoiler aussi le Surface Book 3 et le Surface Go 2. Donc, ce serait encore une fois une conférence un peu chargée. Tu as parlé du Surface Book 2 ? Non, Surface Book 3 et Oui. Surface Go 2. Ah, Surface Go 2, pardon, j'avais entendu Surface Book 2, je ne comprenais pas. Peut-être que j'ai fourché, c'est possible. Non, ouais, peut-être, je ne sais pas, je verrai au montage. Et donc voilà, deux nouveaux PC et en plus le Surface Duo qui serait et peut-être les Surface Buds qui sont toujours pas sortis aussi, qui pourraient faire leur retour. Et donc ça, ils voudraient l'annoncer voilà, au printemps, qu'ils le sortent plus tôt. Alors en fait, donc ça c'est le plan. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a des petits problèmes de production en Asie à cause d'une petite épidémie de virus. Coronavirus, ouais. Vous en avez peut-être entendu parler, ou vous êtes peut-être passé à côté. À peine. Donc oui, en Asie, les chaînes de production sont à l'arrêt pour une grosse partie, donc compliqué ça va être dur de fournir tout le matériel. Là, on est plutôt dans une tendance où les produits vont sortir en retard ou vont être annoncés en retard. Alors, vouloir sortir un produit plus tôt que prévu, ça semble un peu optimiste. Incongru, oui. Mais bon. On verra après. Peut-être qu'ils peuvent profiter justement d'être en retard en termes de fiches techniques pour profiter des stocks déjà disponibles ou quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être que Microsoft va se retrouver tout seul sur le marché quand les autres seront bloqués. Non, ils vont faire un carton de dingue. Non, mais voilà, du coup, on verra du coup au printemps, ça devrait être officialisé. Ok. Ça marche. Merci beaucoup, Cassim, pour toutes ces informations. Voilà, donc on va replier notre Surface Duo et on va passer au sujet suivant qui est le sujet Xbox. Alors, Cassim, la Xbox, je profite que tu aies fait un gros article récapitulatif sur la Xbox pour Frandroid, dans lequel je me suis un petit peu plongé. Et j'ai vu pas mal de choses intéressantes, en fait, que j'avais pu louper à droite et à gauche. Alors, on va peut-être pas vous rappeler ce que c'est que la Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft qui sera, comme tu l'as dit tout à l'heure, en vente normalement à la fin de l'année. On estime que ça va être sûrement fin novembre. Donc, on a eu quelques informations supplémentaires au fur et à mesure que tu as pu récolter, toi, j'ai l'impression. Et donc, en récapitulatif, est-ce que au niveau processeur, il y a des choses à dire? On a un processeur qui est super puissant. On a de la RAM qui est super puissante, je crois 4 fois plus rapide que la précédente. Qu'est-ce qu'on a? On a un SSD qui est 40 fois plus rapide que le disque qui équipe la Xbox One. Donc, on a une machine qui va être hyper performante, une carte graphique aussi qui est super puissante, 12 teraflops de puissance de calcul. Tout ça, c'est bien.
à la course à qui a la plus grosse, Microsoft est peut-être en tête. Mais dans les choses quand même qui sont intéressantes, oui, c'est vrai que je m'en fous à la rigueur de la puissance. On parlera peut-être d'une petite console tout à l'heure. Dans les choses que j'ai trouvé sympa, c'est la nouvelle manette, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais cette nouvelle manette de la Xbox Series X, elle va avoir des grips déjà sur les manettes, donc c'est quand même le côté un petit peu sympa, ça tient encore mieux dans les mains. Le pad va être revu, il va ressembler au pad de la manette Elite, qui est quand même assez sympa quand on le voit. Cassim, ça donnait envie d'essayer ta manette Elite 2. Et bien sûr, cette nouvelle manette, elle est compatible avec la Xbox One. Et ça, c'est quand même vachement sympa, parce que les manettes de Xbox One sont compatibles avec la Xbox Series X. Donc ça fait partie des choses que je voulais quand même rappeler, parce que je trouvais ça assez intéressant. Il y a des choses dont on a parlé rapidement, mais je pense que tout le monde ne l'a peut-être pas en tête. Si vous avez une Xbox One One, tout court, pas forcément S, si vous avez une PlayStation 4, vous avez la possibilité d'enregistrer votre jeu pour le relancer à la fois d'après quand vous rallumez votre console de manière très rapide. Ça, c'est une fonctionnalité qui s'appelle le Quick Resume, Cassim, si je dis pas de bêtises, que je trouve super pratique. Parce que tu as certains jeux, moi je sais, Assassin's Creed par exemple, il est long à charger, tu arrives à l'écran de titre, machin. Tu gagnes facilement 5 minutes grâce à ça. Mais par contre, sur les générations actuelles, vous êtes limité à un seul titre qui est un Quick Resume. Alors que sur les nouvelles générations, vous aurez plusieurs titres. Moi, j'ai cherché l'information dans ton article et on ne sait pas combien de jeux vont pouvoir être mis comme ça à l'état de veille. Est-ce que tu as des infos là-dessus, une idée du nombre? Non, c'est vraiment pas pour l'instant. En fait, ça, très concrètement, c'est quand vous faites tourner votre jeu, donc il tourne sur un processeur, sur un carte graphique, il tourne surtout, il est chargé dans la mémoire vive de la console, et il y a un peu de travail aussi qui se fait sur le SSD, notamment quand vous sauvegardez, par exemple, votre partie. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement que la console va copier l'état de la mémoire vive sur le SSD et va faire une sorte de backup de l'état du jeu à l'instant T, au moment où vous allez passer de l'un à l'autre. Le but étant que justement que vous puissiez, au moment où vous allez retourner dans votre jeu, vous allez pouvoir retourner exactement là où vous étiez arrêté, comme tu l'as dit. Ça permet de ne pas repasser par le menu principal, ça permet de ne pas repasser par les bandes d'annonces au début des studios et compagnie, ça permet de ne pas avoir le gros temps de chargement qui est de plus en plus général dans les jeux, qui est de plus en plus classique, ce temps de chargement très long en début de partie pour éviter d'avoir des temps de chargement aussi longs plus tard. Donc du coup, c'est une fonction qui va être très intéressante. L'exemple typique, c'est, il y a deux exemples typiques. Le premier, c'est vous avez votre campagne solo, genre Assassin's Creed, mais t'aimes bien le soir, par exemple, jouer avec tes amis à Forza ou à Minecraft. Bon, quand tu passes en multi, tu passes sur l'autre jeu. L'autre exemple qui peut être tout aussi classique, c'est quand tu es en couple ou avec des enfants. Toi, tu joues à Assassin's Creed pour ta partie, mais ton enfant ou ton conjoint ou ton compagnon, il joue à un autre jeu. Slime Rancher, par exemple. Par exemple. Et du coup, il va pouvoir passer instantanément sans devoir quitter le premier jeu. Je charge l'autre jeu, je le requitte après pour recharger le premier, etc. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui va pas afficher des pixels et faire tourner de la 8K, etc., mais qui va vraiment se traduire par du confort au quotidien. Et voilà, mais tu vois, tout à l'heure, je parlais de course à celui qui est à la plus grosse. Clairement, je m'en fous. Ça, par contre, le Quick Resume, je trouve que c'est vraiment au quotidien. C'est une fonctionnalité que je trouve super utile et, comme tu disais, confortable. Vraiment, c'est le genre de fonctionnalité que j'ai envie de retrouver dans une console. Voilà. Je te propose de continuer. Alors, au niveau des jeux, quand même, dans les choses que j'ai pu noter, que je trouvais quand même assez intéressantes, c'est le Smart Delivery, par exemple. Alors, si j'ai bien compris ce qu'il en était, Cassim, c'est le fait que tu achètes un jeu, et quel que soit l'appareil sur lequel tu l'utilises, tu ne vas télécharger et n'avoir que les fichiers qui sont utiles à ta version du matériel. Donc, si j'achète un jeu qui est dispo sur Xbox One, sur Xbox Series X ou sur PC, je vais avoir des fichiers différents. Et donc, mon appareil ne va stocker que les fichiers ne concernant mon appareil. Et donc, ça permet quand même de limiter, j'imagine, la quantité de data qu'on va consommer. Voilà. Et puis, aussi, le truc qui est pas mal avec ça, c'est que tu achètes un jeu et tu l'as sur toutes les plateformes. Bien sûr, de l'écosystème Microsoft. Mais encore, je trouve que c'est quelque chose d'assez pratique, tout ça. Oui, c'est par exemple, ça va notamment être très important pour tout ce qui va être jeu
cross-gen, donc c'est-à-dire qui sortent sur les 2 générations à la fois, ou les jeux qui sont sortis là cette année, par exemple sur Xbox One, et qui vont avoir le droit à une version améliorée, on le suppose fortement, à la sortie de la Xbox Series X, comme il y a eu un peu, vous savez, quand la Xbox One X est sortie, il y a eu des patchs d'amélioration qui amélioraient les performances des jeux, notamment pour les faire tourner en 4K. Des jeux qui étaient déjà sortis auparavant, ça a été des patchs qui étaient gratuits. Là, avec Smart Delivery, en fait, c'est quelque part, ils continuent ce processus-là avec la next-gen. Et donc, les jeux, notamment les jeux Microsoft. Alors là, la promesse de Smart Delivery, c'est une fonctionnalité. C'est à la fois une fonctionnalité technique et marketing, mais c'est quelque chose qu'ils offrent sur leurs jeux maison, donc les jeux Xbox Game Studio. Et donc, ils vont pouvoir, voilà, par exemple, typiquement Ori ou Halo que vous allez pouvoir acheter sur Xbox One, vous allez pouvoir les faire passer sur la prochaine console. Après, si les éditeurs veulent faire de la même manière sur leur jeu, ils ont aussi la possibilité de le faire. Mais ça sera une volonté des éditeurs de partager, de mettre à jour pour toutes ces machines les jeux. Voilà. D'ailleurs, il y a le développeur de Cyberpunk 2077 qui a annoncé, donc CD Projekt Red, qui a annoncé qu'eux, ils allaient profiter de cette fonctionnalité-là. Et donc, si vous achetez Cyberpunk qui sort en septembre sur Xbox One, vous aurez gratuitement la version Xbox Series X si jamais vous faites le changement de génération. Ça, je trouve ça vraiment très correct vis-à-vis des consommateurs, des joueurs, parce que finalement, on ne te prend pas pour un compte, tu achètes ton jeu maintenant, mais tu pourras quand même garder ton jeu sur la nouvelle génération après. Voilà, moi je dis, c'est bien. C'est pas toujours comme ça, quand même. Une autre chose, quand même, que j'ai trouvé assez sympa, c'est la rétrocompatibilité, où Microsoft s'engage à conserver la rétrocompatibilité et annonce que même on pourrait avoir d'encore meilleurs résultats grâce à cette Xbox Series X. Donc la rétrocompatibilité des jeux Xbox One, des jeux Xbox 360 et des jeux Xbox première du nom. Donc ça remonte quand même assez loin sur des jeux qui ont plus de 10 ans, peut-être voire 25 ans. Non, 15 ans, je veux dire, pas loin. C'est ça, c'est le 2001. Donc, 2001. Ouais, ça va faire 20 ans. Mais du coup, alors attention, par contre, c'est toujours une rétrocompatibilité qui est partielle. Alors, elle est totale avec la Xbox One puisque c'est la même architecture, qu'il n'y a aucun souci, c'est une version améliorée, etc. On ne va pas revenir dessus. Mais par contre, elle est partielle avec la Xbox 360 et la Xbox première du nom. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une liste de jeux compatibles, les autres ne le sont pas. L'avantage, par contre, c'est quand même que si vous possédez le jeu, même en version disque, par exemple, de l'époque de la 360, vous mettez le disque dans la console, il est lu et il est reconnu, et il vous fait télécharger juste ce qui est nécessaire pour le faire tourner en rétrocompatibilité. Et puis, comme tu l'as dit, les performances sont améliorées. Donc, par exemple, le jeu peut tourner éventuellement en 4K, il peut tourner à plus d'images par seconde, il peut y avoir des textures améliorées, etc., selon le travail effectué par Microsoft. Mais ouais, c'est qu'une liste restreinte. Après, ils ont mis les jeux les plus populaires, etc., mais c'est une liste restreinte. Oui, alors pour la 360, il y a quand même un gros pool de jeux qui est disponible en rétrocompatibilité. Sur la Xbox One première du nom, il y en a beaucoup moins, bien sûr. Mais bon, après, c'est des jeux qui ont moins de temps pour certains. Il y avait beaucoup moins de Je joue à un jeu de la Xbox One, voilà, bref. Et puis on va terminer quand même avec une annonce, enfin une annonce, non, ça n'a pas été annoncé justement, j'aimerais bien que ce soit annoncé pour savoir comment on va se faire manger. On a parlé des 2 consoles, donc il y aurait la grosse console, enfin la console la plus puissante qui aurait la super carte graphique, qui aurait le lecteur Blu-ray, voilà. Et puis on aurait aussi la version low carte de la petite Xbox Series X, qui n'aurait pas de lecteur Blu-ray, qui aurait une carte graphique qui serait moins puissante, équivalente à la PS4 Pro actuelle, mais qui aurait un processeur plus puissant et qui aurait surtout ce fameux SSD quand même qui permettrait de gagner du temps de chargement. Voilà, donc on ne connaît pas tout ça, on ne sait pas si elle va effectivement sortir, cette deuxième version digitale. Et bien sûr, Cassim, ce que l'on ne connaît pas, c'est le tarif de sortie de ces consoles, parce que ça, pour l'instant, c'est la grande inconnue. Je crois que PlayStation ne s'est pas encore positionné au niveau tarif, donc Microsoft attend encore patiemment. C'est ça. Alors déjà, effectivement, Sony n'a rien annoncé, hormis le logo de la PlayStation 5 pour l'instant. Donc, ils ont annoncé... Il tourne ?
C'est ça, et ils ont annoncé, c'est le logo de la PlayStation 2 et de la 3. Oui. Mais c'était la grande découverte des gens là cette semaine. Mais non, Sony n'a pas annoncé grand-chose depuis pas mal de temps. Ils avaient annoncé quelques fonctionnalités clés de la PlayStation 5. Faut pas dire qu'ils n'ont rien annoncé non plus. Mais ils n'ont pas montré la console, ils n'ont pas annoncé de date de sortie précise, ils n'ont pas annoncé de prix, etc. Après, du coup, donc effectivement, Microsoft, à mon avis, ils attendent, ils jouent un petit peu la montre pour savoir si Sony va dégainer le prix et pouvoir y répondre, et notamment pouvoir couper leur prix en annonçant cet éventuel low cart qu'on peut supposer s'appeler Xbox Series S, si on garde la logique de la Xbox One. Tout à fait. Alors, je pense qu'elle va arriver. Je pense qu'elle va être dévoilée très vite, cette console, et que si je me regarde, non, elle va être, à mon avis, elle va être dévoilée assez rapidement. Le 3, tu veux dire? J'espère très très rapidement, donc. Et oui, très très rapidement. Et donc. Ah oui, demain matin par exemple. Ou demain matin ou d'ici peut-être l'épisode prochain, on verra. Donc du coup, on va peut-être en parler d'ailleurs juste après dans le chapitre suivant. Mais du coup, toujours est-il que donc elle va bientôt être dévoilée a priori et qu'on on en saura plus. J'imagine que s'ils la dévoilent, ils seront un peu obligés de commencer à parler du prix pour expliquer la différence entre les deux, parce que sinon ça va être compliqué. Enfin, je ne sais pas encore comment ils vont, quelle stratégie ils vont aborder pour expliquer aux gens que c'est la version moins chère et moins bien, mais en même temps qui fait ça et ça, et va falloir expliquer. Il va y avoir un effort à faire dessus, mais c'est pas forcément. C'est vraiment, je pense, une bonne stratégie de la part de Microsoft s'ils arrivent à expliquer, ce qui n'est pas toujours leur fort. Non. Mais en vrai, si on pense que la Xbox Series X, par exemple, elle coûte 600 € à son lancement, imaginons, parce que c'est quand même vraiment une machine haut de gamme. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est un concentré de technologie. Ouais, non, mais quand tu vois le matériel qu'il y a dedans, tu te dis, oui, malheureusement, elle va être chère. Elle va être chère, mais ce sera justifié par le matériel embarqué. C'est ça, c'est du haut de gamme, quoi. Notamment, tu parlais tout à l'heure de la puissance annoncée. L'une des derniers éléments qu'ils ont annoncé, c'est le fait que l'architecture graphique, c'est l'architecture AMD RDNA2. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste dire que il n'y a pas de cartes graphiques qui sont disponibles pour PC sur le marché avec cette architecture. C'est pour montrer à quel point c'est novateur et à quel point elle va être vraiment pas en retard, quoi, en termes de matériel. Ouais, on est vraiment sur des trucs à la pointe. C'est ça. Et du coup, donc elle va être chère. Donc à mon avis, on peut taper sur du 500-600 € minimum, entre guillemets, pour ce prix. Et du coup, justement, c'est là où le cart prend tout son sens, parce que là, on parle plutôt d'une console qui, à mon avis, va flirter avec les 300 €, 350 €. Enfin, on verra. Hein. On pourra retrouver l'enregistrement quand ils auront annoncé les prix pour ce mode de. Là, tu fais une hypothèse. Tu fais une hypothèse, on le rappelle. Voilà, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, si c'était ces prix-là, par exemple 350 € et 600 €, on comprend que la low card, du coup, elle serait là pour se vendre en masse et que ce serait très agressif, sachant que Sony, par exemple, va être obligé de vendre plutôt autour des 450 €. Donc, il pourrait couper le prix, tu vois, et couper l'herbe sur le pied de Sony, quoi. Ok, mais je comprends bien. Voilà. Mais moi, j'attends de voir ce qu'ils annoncent. Et puis, bon, je vais pas me répéter, mais moi, il y a l'histoire du Blu-ray qui me manquerait quand même sur une low card. C'est ça qui m'a. C'est vrai qu'elle n'aurait pas de lecteur Blu-ray, tu as raison. Et oui, moi c'est le seul truc qui me manquerait, sinon ça me suffirait. Le coup du SSD, finalement, je crois que c'est le truc qui me manque sur la console. Le reste, après, je m'en. Franchement. Du coup, elle l'aurait justement. Donc c'est vraiment la puissance graphique qui serait revue à la baisse. D'accord, ok. Bon allez, moi je te propose d'enchaîner. Est-ce que tu veux parler rapidement des jeux qui sortent là sur le Xbox Game Pass ou on passe dessus? En deux mots, on va dire déjà que de vérifier qu'il y a la liste des jeux qui sortent, parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent. Et ensuite, je vais mentionner le fait que Yakuza 0 est sorti sur le Game Pass. Donc c'est un gros jeu japonais que je vous invite à Game Pass console ou PC? Les deux. Game Pass console et PC, tu as raison, il vaut mieux le préciser. Et il y a eu, alors je sais plus, il y a eu aussi Kingdom Hearts 3 qui est sorti, je crois, depuis qu'on avait enregistré la dernière fois. Il me semble, ouais, je l'ai vu passer. Enfin, il est sorti, il me semble qu'on ne l'avait pas mentionné dans le dernier épisode. Oui, mais je l'ai vu passer, ouais. Et là, les deux gros jeux que je vais mentionner, c'est Ori and the Will of the Wisp, qui sort donc le 11 mars et qui a l'air vraiment bien. Sur console. Et je voulais évidemment mentionner Train Sim World. Non, moi, je déconne. Non, je vais mentionner NBA. Mais arrête, c'est très bien. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. J'avais envie de l'essayer.
Alors en vrai, j'ai envie de l'essayer, mais c'est juste que c'est marrant comme type de jeu. Je voulais parler de NBA 2K20, donc un gros jeu de basket qui, pareil, est disponible. Lui, il est disponible que sur console, je crois. Ouais, ça c'est que la sortie console, tout ça, ouais. Et qui sortait aujourd'hui, je crois, le 5, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà, Et il y voilà. a eu, dernier ajout, et non pas des moindres, il y a eu Halo, le premier Halo, Halo Combat Evolved Anniversary, qui est sorti sur PC, et donc qui intègre évidemment la Master Chief Collection et donc le Game Pass. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Et moi, je te propose d'enchaîner, alors pas tout à fait dans l'ordre de ce que j'avais mis, parce qu'on va quand même faire le lien avec le jeu vidéo. Vous savez qu'il y a ce fichu coronavirus qui traîne un petit peu partout autour du monde, et il y avait des conférences internationales qui avaient lieu pour la tech ces jours-ci, et il y en a beaucoup qui sont passés à l'as. On a parlé jeux vidéo, on a parlé console, et j'ai dit que Microsoft voulait annoncer sa console à l'E3. L'E3 qui est au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, Cassim, je crois que j'ai vu ça dans les articles. Par contre, Microsoft annonce qu'ils vont essayer de présenter ça à l'E3 si l'E3 a lieu. On verra bien, mais sinon Microsoft nous fera une conférence virtuelle. Oui, ils avaient prévu un énorme 3. Enfin, c'était enfin, c'est clairement, ils le prévoient un an à l'avance et c'est leur plus gros truc de l'année. Et là, celui-là, il était vraiment particulier parce que, à mon avis, c'est là où on aura définitivement la date de prix la date de sortie et le prix, pardon, s'ils n'ont pas déjà été dévoilés avant. Et surtout, c'est là où Microsoft voulait mettre un max de jeux, potentiellement le nouveau Fable, et enfin, en tout cas, des jeux, toute Alors, leur il voulait envoyer du lourd. ils voulaient envoyer du lourd. Donc, ce serait très dommage si c'était annulé, mais ça en semble en prendre le chemin, surtout que C'est mal Los parti. Angeles, où le 3 se déroule, a déclaré l'état d'urgence. Donc, ça semble un peu compromis pour inviter des gens du monde entier à venir toucher des manettes J'y crois pas voilà, trop. et se partager leurs chips. Du coup, ça me paraît un peu compromis. Le 3, par contre, c'est en juin. Enfin, c'est les premiers jours de Ah, c'est juin. juin, pardon. Donc, il y a un peu de temps, mais et je pense que le 3, en fait, est un peu en train de prier pour que ça se résorbe sous le mois pour justement pas avoir eu à l'annuler. Pour pas Mais avoir l'annulé. Ouais. mais ça me paraît compliqué. L'autre salon quand même que je voulais mentionner, qui n'est Ok. pas forcément dans la liste, mais qui est un salon jeux vidéo, Oui. c'est la Game Developer Conference qui aurait dû avoir Ah lieu oui, oui. la semaine prochaine et qui a été annulée justement. Et je pense que ça aurait été le moment idéal pour Microsoft pour dévoiler la Lockhart justement, puisque c'est une conférence dédiée aux développeurs et il va falloir annoncer aux développeurs qu'il y a une console moins puissante pour laquelle il va falloir développer des jeux. Et je pense que c'était le moment idéal pour la développer la semaine prochaine, à voir si du coup la suppression de la GDC donc, a peut-être fait modifier les calendriers de Microsoft et notamment voir s'ils ont avancé ou retardé la sortie ou peut-être avancé du coup, on verra. Ok. Dans les autres conférences qui ont été annulées, on avait le Mobile World Congress de Barcelone aussi, qui a Voilà, été le premier gros à être impacté par le coronavirus, j'aurais dû y où les aller. éditeurs se sont retirés au fur et à mesure des salons d'exposition. On a eu quelques constructeurs qui ont fait des conférences via Internet. Bon, je ne sais pas s'il y a grand-chose à noter pour nous. Non, pas spécialement, mais juste que Microsoft aurait dû y être pour HoloLens et Oui, finalement il n'y a rien eu du coup. Et j'aurais dû y être surtout, du coup je ne suis pas allé. Mais non, ouais, rien à noter de spécial. ok. On a Google I.O. aussi qui a été annulé, si je dis pas de bêtises. Alors bon, là, c'était plutôt pour Android, si je dis pas de, C'est ça. si je Alors, fais pas d'erreur. Android et puis les appareils Pixel peut-être. c'est ouais, c'est vraiment la grosse conférence de Google où ils présentent tous leurs nouveaux services et notamment la nouvelle version d'Android. Et bon, bah, avec Microsoft qui sort le Surface Duo, ça aurait pu avoir un petit peu d'intérêt pour nous, mais du coup, donc c'est annulé. Ok. Et On c'est pas non compte. plus le gros Oui. événement de l'année pour nous, en vrai. Non, pour nous, non, c'est pas le truc qui nous impacte le plus. Christophe était très déçu. Le MVP Summit, donc la réunion des MVP, donc les Most Valuable Personality de chez Microsoft, qui se retrouve une ou deux fois par an à Seattle, est annulé. Voilà, donc Christophe reste en France. Il est assez déçu. Et enfin, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, la Microsoft Build, alors qui n'est pas annulée pour l'instant, qui Mhm. est en stand-by sur la page de la Build. Il vous demande de suivre en temps réel pour savoir si ça sera annulé ou pas annulé. Bon, à 2400 $ la place, ça ferait quand même. Ça serait embêtant pour ceux qui ont payé leur place déjà en avance. T'avais pas prévu d'y aller, Cassim?
Pas forcément. Et du coup, oui, effectivement, c'est le même problème qui s'est posé pour tous ces salons-là et le Mobile World Congress, par exemple. C'est tous les gens qui avaient réservé leur hôtel, qui avaient les professionnels qui avaient payé des stands et les marques qui avaient payé cher leurs stands. La ville de Barcelone, évidemment, qui a un gros manque à gagner touristique. Enfin, bref, beaucoup de problèmes. Ces annulations-là, nous, au final, tant pis, c'est pas très grave. Les journalistes, c'est pas très grave non plus. Ça nous évite un voyage, en vrai, c'est pas forcément très grave. Mais ouais, c'est dommage pour les gens, pour les professionnels et les gens directement impactés par ces problèmes-là. D'accord. Ok. Bon, Cassim, moi je crois qu'on a fait le tour, à moins que tu aies une dernière petite nouvelle. Oui, je crois que tu fais oui de la tête. Non, pardon, j'ai dit oui, on a fait le tour. D'accord, on a fait le tour. Bon, ça marche. Bon, alors juste avant de passer à la conclusion, on a une personne sur la chaîne YouTube qui nous met des pouces bleus. Soit si elle n'aime pas les épisodes, si elle y reproche quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que cette personne pourrait juste nous dire ce qu'elle nous reproche? Voilà. Non, les pouces bleus, c'est positif. Non, pardon, oui, elle fait un pouce vers le bas, pardon. Enfin voilà, ceux qui regardaient la vidéo auront vu le pouce vers le bas la première fois. J'aimerais juste savoir ce que la personne reproche, si c'est le montage, si c'est le thème, si c'est la manière de traiter les sujets. Voilà, j'aimerais juste que cette personne nous laisse un petit message. Si elle veut pas laisser un commentaire, elle nous écrit à contact@lifetile.fr et puis elle nous dit ce qu'elle en pense. Mais ça fait plusieurs fois que je me dis je vais en parler, puis j'oublie de le faire. Là, cette fois-ci, j'y pense. Alors voilà. S'il te plaît, toi qui nous regardes et qui nous met des pouces vers le bas, dis-nous pourquoi, tout simplement, dis-nous pourquoi, qu'on puisse s'améliorer, ou sinon arrête de nous écouter. C'est une autre possibilité aussi, mais bon, j'aime autant qu'on puisse s'améliorer. Voilà. Cassim, non, mais je crois qu'on a vraiment fait le tour cette fois-ci. Je te remercie d'avoir été là ce soir. Merci, merci à toi aussi. C'est toujours un plaisir. Finalement, on prend un bon rythme à deux comme ça. Ça marche pas si mal. Ça fait des épisodes courts même quand je suis là. Ouais, court, je pense qu'on va arriver quand même à plus de 40 minutes. Vu le thème, les thèmes, bon, allez. Là, c'est moi qui traîne. Allez, je vais enchaîner plus vite. Donc, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous normalement la semaine prochaine. On va essayer de reprendre le rythme des jeudis. Non, je suis pas libre jeudi prochain, je suis déjà pris pour autre chose. Voilà, donc peut-être pas jeudi. Suivez-nous, sinon vous suivez sur le flux, sur la chaîne YouTube, vous aurez les notifications, même si vous n'êtes pas en live, c'est pas grave. Si vous nous écoutez, mettez un pouce bleu si vous en avez envie, mettez un pouce vers le bas si vous avez envie aussi, faites comme vous le sentez. N'hésitez pas à partager par contre la sortie des épisodes sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, et autres, voilà, c'est comme ça qu'on aura un petit peu plus de visibilité. Et puis surtout, abonnez-vous et faites-nous vos retours. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus, de pouvoir vous répondre un petit peu, soit sur la page YouTube ou sur le site. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui prendront le temps de nous laisser un petit mot. Voilà, Cassim, le mot de la fin est pour toi aujourd'hui. Écoute, j'espère que Podren ne sera pas annulé à cause du coronavirus. Ah oui. Alors, merci. J'avais complètement oublié de parler de Podren. De toute façon, vous l'entendrez en début d'épisode. Il y aura un petit jingle pour Podren. On se retrouve le 11 et 12 avril à Podren, au centre social Carrefour 18, si je dis pas de bêtises. Vous avez tout sur podren avec un s.fr, toutes les informations. On va être moins de 5000 personnes, donc normalement, on ne sera pas embêté. Voilà, et nous on animera avec Cassim, Florian et les camarades de TechCraft un épisode croisé le dimanche de 11h à midi ou de 11h30 à midi et demi. Voilà, enfin vous allez regarder sur podren.fr et vous aurez tout, puis vous pourrez nous suivre également en direct. Donc Cassim, encore une fois merci, passe une bonne fin de soirée, merci à vous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, ce sera le 178. Merci à tous, allez salut. Ciao.